Quand on parle de l'histoire de l'immigration russe en Belgique, il faut surtout penser au fait que ça ne commence qu'au début du 19e siècle. À l'époque, l'épouse du roi des Pays-Bas, y compris la Belgique, Anna Pavlovna, était la sœur du tsar Alexandre Ier et Nicolas Ier. Et en plus, elle aimait beaucoup Bruxelles. Leur résidence était au Palais des Académies, mais elle n'a pas pu créer autour d'elle une grande colonie de Russes. Pour le début de cette colonie, il faut aller aux années 60 du 19e siècle, au moment où on établit une ambassade à Bruxelles. Et, encore plus important, qu'on crée une petite église, rue des Chevaliers, à Ixelles. Le grand influx des émigrés russes se produit dans les années 90, c'est-à-dire la génération de ce qu'on appelle celle des étudiants russes. À l'époque, la plus grande colonie russe en Belgique se situait à Liège. Il y avait plusieurs centaines d'étudiants russes, mais également à Bruxelles, où en 1894, on a créé l'Université Nouvelle, une université alternative plutôt socialiste et anarchiste, qui attirait beaucoup d'étudiants russes. Déjà au début, les Russes comprenaient presque 50% des étudiants. Vers 1910-1913, plus de 80% des étudiants étaient d'origine russe. Pour quelles raisons la Belgique et surtout Bruxelles accueillent tant d'étudiants russes? À cause des changements politiques en Russie même. Après le meurtre du tsar Alexandre II en 1881, ses successeurs, c'est-à-dire Alexandre III et Nicolas II, ils ont vraiment restreint les libertés politiques des Russes et également fermé beaucoup d'institutions d'éducation tertiaire justement pour les Juifs qu'on soupçonnait d'être des révolutionnaires. Beaucoup, en effet, étaient des révolutionnaires. Et ceux allaient étudier à l'étranger, entre autres à Bruxelles. L'éducation n'était pas la seule raison pour arriver en Belgique. Une deuxième raison, c'est la présence de l'internationale socialiste à Bruxelles. Et on voit vraiment beaucoup de ces Russes circuler autour du Maison de Peuple ici à Bruxelles. Ce qu'on voit également, c'est que pour remercier pour l'accueil qu'ils ont reçu en Belgique, beaucoup de ces étudiants, plusieurs centaines, vont se présenter comme volontaires de guerre dans l'armée belge en 1914. Alors, après la guerre, la situation devient complètement différente, dans ce sens que immédiatement après l'armistice en novembre 1914, la Belgique était soi-disant envahie par des anciens prisonniers de guerre russes, les prisonniers des Allemands, qui ont été libérés. C'était une des causes une des conditions de l'armistice. Ils étaient libérés et ils voudraient retourner en Russie, soit directement
depuis l'Allemagne, ce qui n'est pas facile parce que il y avait pas mal de problèmes dans l'est de l'Europe, soit il voudrait partir vers la Russie à travers la Belgique et la France, mais beaucoup d'eux, alors bien qu'ils étaient bien reçus, même ici à Bruxelles, en novembre et début décembre 1918, beaucoup de gens commençaient à se plaindre que, en fait, ils se comportaient tellement impossible qu'il fallait les renfermer, ce qu'on a fait. Alors le gouvernement belge a envoyé ces anciens prisonniers russes, réfugiés russes si on veut, dans des camps tout d'abord en Flandre occidentale et puis en Anvers, et ils ont été répatriés en été 1920 vers la Russie soviétique. En échange, alors il faisait partie d'un accord diplomatique entre la Belgique et la jeune République soviétique, en échange pour des Belges qui étaient été pris en otage par les soviétiques. Alors, ce premier contingent de militaires ou ex-militaires, plutôt des soldats qui voudraient bien rentrer chez eux, le suivant contingent des Russes arrivant en Belgique, c'était des militaires, des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, mais également de la guerre civile qui se déroulait en Russie jusqu'en 1920. C'était des militaires, des soldats, mais également des officiers de l'armée soi-disant blanche qui luttaient contre les rouges, les bolcheviks. Alors après la chute du front fin 1920, beaucoup d'entre eux vont quitter la Russie par le Crimée vers la Turquie, les pays balkaniques et puis vers l'Europe de l'Ouest. Comment est-ce que ces militaires sont tombés en Belgique? Tout d'abord, il y avait déjà 1919-1920 plusieurs militaires, officiers et même des généraux des armées blanches qui sont arrivés en Belgique. Alors la famille du général Kornilov, également le général Denikin, et le plus important, le général Piotr Krasnov, qui était le dernier général qui a combattu contre les bolcheviks en Crimée. Lui est arrivé en Bruxelles en 1924 dans le cadre d'une réunion de famille parce que sa femme, sa mère et ses enfants étaient déjà en Belgique où ses enfants allaient dans des écoles bruxelloises. La présence des dirigeants militaires des armées blanches en Belgique était important justement pour donner, disons, un signe aux militaires que peut-être la Belgique serait un bon endroit pour s'y rendre. Et dans ce cadre-là, le général Krasnov a collaboré avec son secrétaire Nikolai Kotlarevski et un entrepreneur bruxellois d'origine russo-corsicaine, Emmanuel Frichero, qui va également engager beaucoup de Russes, anciens militaires, dans son entreprise. Alors, entre eux, ils vont organiser les transports
des militaires, ex-militaires russes des pays balkaniques en Belgique. Ce qu'on dit souvent, c'est que non seulement les militaires, mais beaucoup de Russes sont arrivés en Belgique parce que la Belgique était une monarchie. Et dans ce cadre-là, on prétend que le roi Albert devenait un sort de remplaçant du défunt tsar Nicolas II, et que, alors au moins c'est ça que les émigrés russes vont prétendre, c'est que justement le roi Albert, étant un anticommuniste convaincu, c'est ça qu'ils disent, on n'en a pas de preuve de ça, a personnellement insisté ou fait que la Belgique n'ait pas reconnu l'Union soviétique jusqu'en 1935. C'est en effet un an après la mort du roi Albert, la Belgique l'a reconnu. Mais dans ce cadre-là, on donne l'impression alors les immigrés donnent l'impression que c'est justement le fait que la Belgique est un royaume et que le roi même lui-même a sympathisé avec les immigrés russes. Le deuxième élément qui joue, c'est, à part le monarchisme, c'est le fait qu'en Belgique, on a ouvert les écoles catholiques et l'université catholique de Louvain pour des émigrés russes. Ce qui n'était pas très évident, étant donné que, bien sûr, la plupart des émigrés russes étaient des orthodoxes et non pas de catholiques. Mais justement, le cardinal Mercier a insisté que vraiment la Belgique ou la Belgique catholique aide ces pauvres Russes tombés, attirés par la malheur et la révolution russe. Ce qui est très important dans la communauté russe arrivée en Belgique dans les années 20, c'est la construction d'une identité que j'appellerais typiquement de l'immigration russe en Belgique et surtout à Bruxelles, parce que c'était vraiment à Bruxelles où était concentrée cette colonie russe. C'est le lien entre monarchisme, anticommunisme et la religion orthodoxe. Et c'est très important de souligner que justement l'église orthodoxe dans la rue des Chevaliers à Ixelles devenait un centre de rencontres et de support mutuel des émigrés. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'église rue des Chevaliers ne se présentait pas aussi, disons, monarchiste et militante que la plupart des émigrés russes voulaient. Et à ce moment-là, ces émigrés de tendance monarchiste, anticommuniste et militaire ont créé une nouvelle église, soi-disant synodale, dans la rue des Drapiers, en fait quelques centaines de mètres de l'ancienne église. C'est justement cette communauté de l'église rue des Drapiers qui va organiser des collectes et en effet faire construire, c'est la firme d'Emmanuel Fritscher qui va construire cette église-là, l'église dans le style néo-russe, avenue de Frey
à Uccle, une église qui est, comme les autres d'antan, existe encore. Alors, cet mélange de monarchisme, tension militaire, était encore renforcé, alors ça faisait de Belgique soi-disant un pays d'accueil justement pour les Russes anticommunistes dans les années 30. Et ça s'est présenté très clairement, ça se voit très clairement dans l'arrivée en Belgique en deuxième moitié des années 30 de 3 personnages qui vont vraiment bouleverser et en plus représenter ce que va devenir cette colonie russe d'entre-deux-guerres. La première personne, c'est Vassili Ariekhov, un militaire qui était éditeur d'une revue militaire à Paris. Cette revue était la porte-parole de l'armée blanche. Et après la prise de pouvoir du Front populaire en France, lui est arrivé en Belgique et a créé vraiment, renforcé cette présence militaire anticommuniste en Belgique. La deuxième personne qui est arrivée était un certain Yuri Wojciechowski. Il était né en Pologne russe. Il a été condamné pour un attentat de meurtre sur le représentant soviétique à Varsovie. Et après sa libération, et on voyait déjà que beaucoup de Russes en Belgique sympathisaient avec son sort, il était invité pour aller étudier à l'université de Louvain, mais il s'installait à Bruxelles où il se fait entourer des jeunes, alors la seconde génération de cette colonie russe, qui voudraient lutter plus fortement et plus ouverte que leurs parents, leur père, contre les bolcheviks. Et dans le cas de Wojciechowski, ça est devenu très clair pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il s'est projeté comme leader de l'immigration russe, ou plutôt il cherchait l'approuvement de l'occupant nazi. Et en effet, il a organisé la collaboration avec les nazis, bien que beaucoup, ou la plupart des Russes n'ont pas supporté ces actions. Il sera quand même attiré proposer à beaucoup de jeunes ou à quelques jeunes pour aller se battre en Union soviétique avec l'armée allemande. Yuri Wojciechowski a été assassiné à la libération de Bruxelles en septembre 1944. Les vrais collaborateurs, parce qu'il en avait, se sont fuis en Allemagne ou en Amérique du Sud. Et les autres, alors les autorités soviétiques ont essayé de faire renvoyer les représentants de la colonie russe blanche à Bruxelles en Union soviétique, mais heureusement le gouvernement belge
a refusé ça. La troisième personne qui s'est présentée dans les années 30, c'était un certain Boris Solonievitch. Solonievitch était un des fondeurs du mouvement scout en Russie et puis en Union soviétique. Il a été incarcéré pendant plusieurs années dans le goulag soviétique, puis s'est enfui au milieu des années 30 et par la Bulgarie est arrivé en Belgique où il a créé un club de sport à Bruxelles qui également a attiré beaucoup d'adhérents, surtout parmi la jeunesse russe à Bruxelles. Cette personne-là était quand même soupçonnée d'être un espion, justement parce qu'il était arrivé de l'Union soviétique, ce qui n'était pas le cas, mais en tout cas, justement parce que, alors, à cause de son histoire, disons, soviétique, il sera toujours un peu à côté. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, bien qu'il sympathisait avec les idées des Allemands pour aller libérer l'Union soviétique des bolcheviks, il sera incarcéré à Brendonk, à l'instigation d'ailleurs de Wojciechowski. Après la Deuxième Guerre mondiale, il va partir pour les États-Unis parce qu'il ne pouvait pas collaborer avec Aryakov, qui vraiment, après la Deuxième Guerre mondiale, contrôlait cette colonie russe à Bruxelles et le gardait dans son mentalité, dans sa mentalité monarchiste, anti-soviétique et militariste. D'ailleurs, Aryakov va continuer à publier son journal à Bruxelles, journal militaire, jusqu'en 1989, juste avant sa mort. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a d'autres Russes qui vont arriver, bien que je ne peux pas dire des Russes, mais plutôt des anciens citoyens soviétiques qui étaient devenus pendant la guerre des displaced persons, des gens qui, à cause de la guerre, se trouvaient hors de l'Union soviétique, qui ne pouvaient pas rentrer en Union soviétique parce que Staline avait promis que tous les Russes, ou tous les Soviétiques plutôt, qui étaient emprisonnés ou qui avaient habité ou travaillé dans les territoires occupés ou allemands seraient envoyés en Sibérie. Alors, après la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, la colonie russe qui s'était installée à Bruxelles après la Révolution russe, et surtout dans les années 20 et 30, c'est complètement, disons, c'est réorganisé un peu, dans ce sens que avant la guerre, beaucoup d'entre eux croyaient encore de pouvoir rentrer en Union soviétique. Après la guerre, c'est clair que l'Union soviétique est un des vainqueurs de la guerre. Alors, elle sera pour toujours, soi-disant. Et surtout dans la deuxième génération de cette colonie, beaucoup de gens vont prendre, s'ils n'en ont pas encore, la nationalité, vont choisir la nationalité belge. Alors, la plupart d'entre eux qui étaient arrivés en Belgique avaient perdu leur nationalité russe ou soviétique, et qui n'avaient pas d'État, ils étaient sans État. Après la guerre, les règles des Nations Unies
seront beaucoup plus seront meilleurs pour ce genre de people, d'émigrés, mais la plupart, ceux qui étaient nés en Belgique et surtout la deuxième génération vont quand même choisir la nationalité belge. Après la Deuxième Guerre mondiale arrive une nouvelle vague d'émigrés, les soi-disant displaced persons, les personnes déplacées des gens qui, à cause de la guerre, se trouvaient hors de la frontière de l'Union soviétique ou qui avaient capturé ou avaient vécu dans les territoires occupés de l'Union soviétique et qui ne pouvaient pas rentrer en Union soviétique sans être envoyés en Sibérie. Staline considérait chacun qui était tombé sous l'autorité allemande comme des traîtres. Alors, ils vont arriver en Europe de l'Ouest, également en Belgique, et ils ne vont pas s'accorder avec la colonie existante d'entre-deux-guerres en Belgique et à Bruxelles, parce qu'ils avaient une mentalité, une formation complètement différente. À l'inverse de la colonie d'entre-deux-guerres, qui était née dans l'Empire russe, qui se voyait monarchiste, anticommuniste et militaire, ces gens-là avaient reçu ou étaient nés en Union soviétique ou avaient reçu une formation en Union soviétique et étaient complètement, ils étaient des représentants vraiment de la mentalité et culture soviétique que justement cette colonie d'entre-deux-guerres détestait. Et ce qu'on voit vraiment, c'est que cette groupe des personnes déplacées, très souvent des femmes qui étaient obligées de travailler en Allemagne, très souvent venant des territoires occupés, c'est-à-dire de l'Ukraine, qui vont constituer une sorte de groupe qui va quand même, bien qu'ils étaient exilés ou ne pouvaient pas rentrer en Union soviétique, qui sympathisaient quand même avec l'Union soviétique, qui vont entretenir, surtout après la mort de Staline, qui vont rétablir des contacts avec l'Union soviétique, mais qui ne vont pas rentrer et qui vont également entrer dans les soi-disant organisations d'amitié avec l'Union soviétique. Alors, ils ont vraiment une tendance plutôt pro-soviétique, bien qu'ils n'étaient pas forcément des communistes, et ça ne s'accordait pas du tout avec cette génération d'entre-deux-guerres. Alors, ce qu'on voit vraiment, c'est que les relations entre cette colonie d'entre-deux-guerres et cette vague qui est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale se ressemblait très fort au groupe des émigrés qui avaient arrivé en Belgique bien avant la Première Guerre mondiale, qui étaient souvent des gens sympathisants avec la révolution, avec les mouvements révolutionnaires en Russie, et dont une partie est quand même rentrée en Russie après 1917, et également d'origine juive. Et beaucoup d'entre eux vont périr pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eux aussi n'avaient rien à voir ou ne voulaient rien à voir avec cette colonie d'entre-deux-guerres.
Ce qui est également important, c'est de parler de l'attitude de cette génération d'entre-deux-guerres qui, vers la fin de l'époque soviétique et surtout après la chute du communisme en Union soviétique en 1991, qui avait quand même vécu très longtemps en Belgique, qui avait reçu une formation occidentale, belge si on veut, ils seront sollicités par les nouvelles autorités en Russie parce que eux, soi-disant, ont conservé l'héritage culturel russe d'avant 1917. Et justement, la Russie, d'après 1991, va se présenter comme le successeur non tellement de l'Union soviétique, bien qu'elle l'est bien sûr, mais surtout de l'ancien empire russe. Et dans ce sens, ces émigrés sont une sorte de source d'inspiration pour ce nouveau régime en Russie. Et les émigrés eux-mêmes, bien qu'ils ont vécu très longtemps en Belgique, même sont nés en Belgique, ont une attitude de temps en temps un peu je ne dirais pas doutable, mais quand même un peu étrange, dans ce sens que très souvent, ils s'associent et sympathisent avec les tendances nationalistes, voire impérialistes de la Russie. Alors c'est souvent difficile à discerner où on est avec ces descendants de cette colonie russe d'entre-deux-guerres. Pour en finir, je voudrais bien citer un bon mot que pas mal d'immigrés ont partagé avec moi. C'est l'idée que peut-être les immigrés russes d'entre-deux-guerres sont peut-être les meilleurs ou peut-être même les seuls Belges qui existent encore, c'est-à-dire ils se présentent comme des monarchistes et adhérents de la famille royale belge, comme représentants ou comme alter ego du tsar russe. Deuxièmement, ils sont tellement intégrés dans la mentalité belge qu'eux, ils parlent le français, et beaucoup d'eux ont même perdu le russe. Et troisièmement, ils sont également fiers que, comme royalistes et francophones, ils habitent à Bruxelles, la capitale de leur nouvelle patrie.